Alors bonjour, bienvenue au premier talk de la journée qui va être un échange avec artistes et commissaires. Alors ce talk s'intègre dans le programme Curare, qui est un programme avec la société, non, l'association de curateurs français. Donc on a lancé un appel à candidature justement pour avoir un regard extérieur d'experts, en fait, de commissaires, sur les deux secteurs qui sont à votre droite et à votre gauche, donc le secteur process et digital, et dont le talk s'est passé hier, et puis aujourd'hui, Inception, qui est un nouveau secteur, qui est un secteur, en fait, pour faire très rapide, Inception, piste de lancement. Donc vraiment un endroit où on va faire des découvertes, où on va voir peut-être des œuvres et des artistes qu'on ne voit pas tout le temps dans la scène française et autour. Et donc la personne qui a finalement été sélectionnée à travers ce processus de candidature, d'appel à candidature, c'est Domiti Bertrand, que voici, et qui, elle, a choisi un angle particulier à explorer et qui a invité un duo d'artistes, donc deux artistes techniquement, mais voilà, vous avez trois artistes ici présents. Donc on va parler avec Bahar Kokabe, qui est représenté ici par la galerie Famille Malinowski, donc secteur Inception, comme je viens de le dire, et Kid Creole et Boogie, qui sont eux présentés par 12 La Galerie. Alors, Famille Malinowski est une galerie parisienne. En revanche, oui, j'ai la confirmation. En revanche, 12 La Galerie nous arrive de l'île de la Réunion. Et le thème proposé... Ah, c'est pas marqué, tiens. Le thème proposé par... tiens, on a oublié le titre sur le PowerPoint, proposé par Domiti, à voir avec justement l'exploration du territoire, répertorier les territoires, peut-être réécrire les territoires. Et c'est la raison pour laquelle Domiti a invité ces deux artistes ou ces deux propositions artistiques qui ont cet angle en commun, mais après des pratiques de dessin très différentes et qui sont vraiment, qui prennent l'espace en compte et qui existe dans l'espace aussi, mais on en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors Domiti, est-ce que tu veux très rapidement expliquer un petit peu ton angle d'exploration justement du travail, et puis après on va passer, voilà, on va commencer la conversation. Merci Johanna, c'est bon là? Ouais. Merci aussi à Kid Creole et Boogie et à Bahar d'accepter d'être avec nous pour cette conversation. Donc on est dans un lieu dédié au dessin, et ce qui était pour moi assez intéressant à observer, et merci au CEA aussi, qui fait un partenariat avec Drawing Now et qui permet ces échanges aussi entre commissaires et artistes et le salon. Ce qui m'a semblé assez intéressant en voyant vos travaux, parmi d'autres, c'est cette notion, comme tu le disais Johanna, de territoire, c'est-à-dire votre capacité dans vos pratiques respectives et sur des lieux géographiques assez différents, d'intégrer finalement le décor, le paysage, les mémoires du paysage en particulier, dans vos travaux respectifs, et la façon que vous avez de questionner aussi le territoire du dessin, qui devient une étape dans un lieu, mais aussi une étape dans un processus de recherche et de restitution. Et en fait, découvrir le dessin, c'est aussi découvrir à un instant T une mémoire par un trait, par un angle, par un regard. Et c'est ce qui a été assez... ce qui m'a interpellée, en tout cas, dans ces différentes pratiques. Et c'est aussi, on y reviendra probablement tout à l'heure, le lien avec ce qui est à la fois proche de nous, familier, et que vous restituez de façon extrêmement douce et tendre dans vos œuvres. Et puis en même temps, ce territoire beaucoup plus vaste qui en fait concerne des cultures, concerne des mémoires collectives, voilà, des cultes parfois, des croyances
réel ou imaginaire. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui, avec Johanna, nous avait intéressés. Et puis, tu as ajouté aussi cette notion de réécriture et la question par rapport au réel. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais ça fait partie des questions qu'on s'est posées aussi en vous interpellant. Oui, et on en parlait tout à l'heure, en fait, la question de, voilà, souvent quand on parle d'exploration, que ce soit par le dessin ou d'autres pratiques, de la question du territoire, évidemment on parle d'histoire, on parle de culte, de tradition, et en fait, justement, on vient de faire un petit échange justement pour préparer cette conversation, et l'idée de réécriture est très importante, au sens où il y a une appropriation, il y a un futur, en fait, les cultures, les traditions, les pratiques ne sont pas figées dans le temps. Et dès qu'on a une forme d'interférence, même si elle est esthétique, évidemment, on est en train de réécrire, on est en train de pousser justement ces histoires en avant plutôt qu'en arrière. Voilà, je pense que c'est vraiment important de souligner ça. Merci Dométi. Et on en parlera certainement tout à l'heure. Alors, pour revenir un peu en arrière, donc on a présenté quelque chose d'assez vaste. Là, j'aime toujours poser la question justement des origines de la pratique de dessin chez plusieurs artistes. Nous avons des générations d'artistes très différentes. Alors, Bahar, justement, ça fait combien de temps que tu es diplômée ? Concrètement, normalement, ça fait 1 an. Mais j'ai eu mon master en 2024, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais tu as fait quand même pas mal d'études. J'ai fait 2 écoles. J'ai fait une école à Bourges, l'école d'art à Bourges, pendant 4 ans. Et après, j'ai refait l'école des Beaux-Arts de Paris à Paris pendant 5 ans. Et après, j'ai fait une formation en art public. Voilà, donc en fait tout ça pour dire que, pas pour te poser une colle sur ton parcours académique, mais tout ça pour dire qu'on a des parcours très différents. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant de voir une pratique qui se définit, qui commence à prendre forme, et puis une pratique de la part de Kid Creole et Boogie, qui a plusieurs années déjà et qui se manifeste différemment dans le territoire. Vous le verrez. Et donc Bahar, puisque tu as pris la parole, est-ce que tu veux bien... alors j'ai demandé aux artistes... quelque chose de peut-être un petit peu inhabituel. J'ai demandé justement quelles étaient les expériences, en fait, les immersions, les traversées qui avaient pu justement mener au dessin. Plutôt que de parler, et là justement j'ai dit surtout, il ne faut pas parler d'école, et c'est la première question que j'ai posée, évidemment, mais on va sortir de là et on va aller plutôt vers quelque chose de beaucoup plus vécu. Donc Bahar, tu veux te lancer un petit peu sur comment tu es arrivé au dessin et quelles expériences justement peuvent être convoquées par là? Donc le dessin de base, il n'avait pas pris de place importante dans la pratique. C'était plutôt une phase de réflexion et aussi une phase de comment voir les choses et comment former les choses. Et au fur et à mesure, j'ai débloqué ou je suis restée bloquée en fait sur des contraintes ou des ou des facilités. Et du coup, j'ai essayé de transformer en fait ce que je savais faire et sur quoi j'étais bloquée, ce qui est la ligne dans le dessin. Et du coup, j'ai essayé de développer la ligne sous différents types de manières, que ce soit en peinture, en dessin, en céramique, en photo, et voilà. Et en fait, tu as fait pas mal de photographies aussi. Oui, j'ai commencé par la photographie parce que c'était un peu... Raconte-nous un peu le rapport peut-être entre cette image qu'on est en train de voir et justement la photographie. Qui est un peu à la base en fait de ce décoincement, on va dire, de cette déstructuration. Alors j'ai commencé par la photo parce que c'était le moyen le plus accessible entre guillemets et le moyen aussi le plus facile pour pouvoir en fait capturer des moments où je voulais pas oublier, à des moments où j'avais pas forcément l'occasion de revoir les choses ou de me remémorer facilement. Et en fait, ces photos-là sont d'un voyage que j'avais fait en 2019 en voiture. Donc, je suis allée de la France avec mes parents au sud-est de la Turquie. Et donc, du coup, j'essaye de archiver tout le paysage par la photo à travers d'une vitre arrière de la voiture. Et du coup, ça m'a permis en fait d'archiver un territoire dont je suis issue originellement et de pouvoir du coup ensuite recréer parfois ou faire des comparaisons par rapport
à un autre paysage où j'habite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu racontais aussi que tu avais aussi cette envie de garder parce que tu voulais t'arrêter. Et ton... Voilà. Oui. Oui. Enfin, du coup, je voulais pas en fait embêter mon père qui était pas patient et qui voulait pas qui voulait pas s'arrêter. Du coup, j'essaie de trouver une stratégie par rapport à cette contrainte, c'est d'avoir un outil qui pourrait me permettre du coup de capturer un maximum et d'archiver un maximum, qui était du coup un appareil photo avec un objectif un peu plus grand. Et en fait, il faut dire que tu es né en France déjà. C'est ça. Et c'est un paysage que tu voulais capturer parce que justement, c'est un paysage hérité et pas forcément vécu. Enfin, tu n'as pas grandi justement dans ce paysage. Est-ce que c'était ça qui faisait que tu voulais justement... Alors, exactement, il y a ce point-là, mais il y a aussi un autre point qui est le contexte des écocides. Donc, c'est un paysage qui va changer au fur et à mesure du temps. Et du coup qui va s'enrichir au fur et à mesure des anecdotes que ma famille va me transmettre. Du coup, il y avait ce point-là que je voulais mettre en avant dans les dessins, c'était de montrer un paysage un peu fragilisé, notamment avec le fusain, qui est du coup du bois brûlé. Et voilà. Tout à fait, ça donne un autre contexte justement au fusain, auquel on n'aurait pas forcément pensé, presque de préservation du paysage par l'outil du dessin. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement touchant dans cette petite origine. T'en as d'autres certainement par rapport à ta pratique, et aussi cette traversée justement du père qui ne veut pas s'arrêter, qui connaît ce paysage et qui en fait fait une ligne, parce que tu as parlé du fait d'être coincé un peu par la ligne. Et on verra ça tout à l'heure dans le travail, je pense. Alors, bon, je suis désolée, on a eu un petit problème de bug. Est-ce que tu veux parcourir un peu ces images, ou est-ce que tu veux qu'on revienne, on y reviendra ? On peut revenir, mais je peux très facilement dire qu'en fait, c'est un paysage. Enfin, c'était des paysages que je voyais souvent sous le même contexte, enfin, sous le même temps, qui est du coup l'été. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait des paysages brûlés par le soleil, hors des écocides, et de voir en fait comment ils résistaient, comment ils changeaient avec le temps, comment les barrages envahissaient certains paysages, ou comment les routes changeaient aussi. Et voilà. Je vous prie d'être patient parce qu'on a eu un petit souci de téléchargement, et du coup ça n'a pas enregistré l'ordre des images. Alors je ne sais pas qui veut parler d'abord, Kid Creole ou Boogie, mais je vais peut-être vous poser la même question. C'est monsieur à droite. Je vais poser la même question justement. En plus, vous êtes un duo d'artistes, donc ça c'est particulièrement intéressant. Alors là, en France, on a tellement de duos d'artistes, c'est un truc très particulier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici. Hippolyte Gun, La Marche aux Vises. C'est vraiment non seulement un pays où il y a une pratique du dessin vraiment, qui prend vraiment l'espace. Vous n'êtes pas les seuls, mais il y a vraiment beaucoup de duos d'artistes. Mais ça reste toujours aussi mystérieux, je trouve. Donc je pense que vos origines vont être à la fois personnelles, peut-être par rapport au dessin, si je peux poser la question à l'un et à l'autre, mais aussi ensemble. Comment est-ce qu'on dessine ensemble aussi, et est-ce que c'est... un trait définissant, si je peux dire, de votre appropriation de cette pratique, justement, de cette discipline. On a commencé tous les deux, je vais parler pour nous deux, Boogie vite fait, mais en fait on a commencé tous les deux par, comme tous les enfants, la bande dessinée, le manga et compagnie. Arrivé au collège fin 90, on a commencé le graffiti, tous les deux séparément, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés à l'école des Beaux-Arts de La Réunion. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on partageait les mêmes influences, les mêmes kiffs au niveau de la peinture. Donc on a commencé à peindre ensemble pendant 2-3 ans. Et au fur et à mesure, on s'était rendu compte qu'on était en train de déconstruire notre pratique du graffiti. Et en même temps, avec les rencontres qu'on faisait, nous, dans certains workshops à l'école, avec certains professeurs, en fait, on a reconstruit, on s'est réinventé un langage commun, un lexique graphique commun. Donc c'est pour ça qu'en fait, naturellement, sur plusieurs années, en fait, on a monté ce duo sans vraiment le calculer, et en ayant à chaque moment des révélations ensemble. Enfin voilà. Et est-ce que c'est le fait d'être arrivé à ce travail commun en duo, est-ce que ça tient justement à la pratique du graffiti ? Est-ce que c'est justement beaucoup plus habituel en fait de dessiner
ensemble, ou de peindre, ou d'investir justement les espaces urbains en groupe? Bah, oui, en fait, dans le graffiti, il y a beaucoup de collaboration, surtout à La Réunion où on est dans un territoire assez petit. En fait, on se connaît tous et on collabore tous ensemble, donc c'est une pratique assez courante. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on a commencé à peindre ensemble, et sans se poser la question de ce qu'on allait faire plus tard. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, on a construit ce langage. Et en fait, c'est là où le duo s'est vraiment consolidé autour de ce langage, et cette envie de peindre des sentiments liés à notre territoire. Est-ce que vous voulez parler justement, parce que comme je vous ai demandé, je vous ai un peu posé la même question, un peu le début de votre pratique, et ça c'est la première image justement que vous avez envoyée. On avait parlé aussi d'entrelacer justement la pratique. Il y a un petit problème de connexion. On peut continuer à parler. Je ne vais pas changer d'image de toute façon. On avait parlé un petit peu justement de l'entrelacement de la pratique du trait, un pratique un peu obsessive du dessin, et aussi d'histoires, de mythes en fait qui vous intéressent particulièrement. Est-ce que ce dessin justement a à voir avec ces histoires que vous poussez un peu en avant, comme on a dit tout à l'heure? En fait, le dessin qu'on voit là, on est encore c'est un dessin qui est vraiment au début de notre collaboration. On exprime encore deux corps différents avec des masques de triangles différents, un vers le haut, un vers le bas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui nous a poussé à aller vers ça, c'est se rendre compte que les archives, les images de La Réunion, les images de nous-mêmes, c'était des images faites par les dominants, le pouvoir colonial, et qu'on n'avait pas, moi je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas des dessins qui représentaient ce que mon grand-père imaginait lui dans sa tête, la vision du monde qu'il avait. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté le graffiti, on s'était dit que c'était inutile de reproduire en fait les codes graphiques qui sont nés à New York ou à Philadelphie dans les années 70, alors que nous on était sur un carré de 50 km par 50 km perdu dans l'océan Indien avec une histoire, une culture différente. Donc l'arrivée du dessin, ça a été aussi l'archive et du coup la gravure ancienne et les images anciennes. Et au fur et à mesure, on a commencé à dessiner du coup en fait les âmes errantes, donc les esprits des disparus, les ancêtres. Et du coup, au niveau de l'esthétique, ça a été une vraie rupture aussi par rapport au graffiti où en fait le graffiti c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de cosmétiques, de couleurs, et là on voulait revenir à quelque chose de vraiment très primordial, c'est-à-dire le noir et blanc, de quelque chose de très efficace et aussi de très sobre et de très solennel aussi, puisqu'en fait les débuts du début, ça a été de peindre dans des maisons abandonnées des esprits et des fantômes. Donc pour nous l'archive et le noir et blanc étaient vraiment la forme la plus adéquate pour exprimer ces sentiments-là, et ça a été du coup naturellement notre credo. Ouais, c'est un vrai credo en fait, le noir et blanc. Pendant plus de 15 ans, enfin 10 ans, on a fait que du noir et blanc. Donc je sais plus c'est quoi la question, mais... En fait, oui, c'était l'entrelacement justement entre l'iconographie, on va dire, que de la première image que vous avez choisie et finalement aussi votre histoire à vous par rapport au dessin et à la pratique du dessin. Et donc cette première décennie en noir et blanc fait complètement sens. J'avais aussi envie de poser une dernière question très rapidement. Est-ce que ensuite, hein, parce que en fait, tu nous donnes l'impression qu'il y a une pratique de graffiti, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une espèce de mimétisme par rapport à une tradition qui n'était pas du tout celle de l'île de la Réunion, retrouvée au milieu de l'océan Indien. Mais en fait, vous avez ensuite réinvesti le graffiti, justement, vous avez continué à le pratiquer, il me semble. En fait, on a continué à peindre. Vous l'avez redéfini, en fait. En fait, c'est plus du graffiti pour nous. Nous, on fait de la peinture murale. Parce qu'on a trop de respect pour le graffiti, pour ce que c'est. Enfin, on a un côté aussi, on aime l'histoire et on s'intéresse à savoir l'origine des choses. Donc, le graffiti, on s'est intéressé à ce que c'était, les débuts, le pourquoi du comment. Donc, en fait, on a trop de respect pour ça, de dire qu'on est des graffeurs, puisqu'en fait, on n'est plus du tout dans l'expression de nous-mêmes, de nos égos, de Boogie, à écrire Boogie et Kid Creole, à écrire Kid Creole. On est devenu révélateur d'un imaginaire qui n'est pas lié du tout à l'imaginaire du graffiti.
entendu. Je pense qu'il y a un élément que tu nous as donné, que vous nous avez donné tout à l'heure, qui était important, c'est qu'au-delà du territoire, c'est une question de transmission et d'inscription dans une histoire de l'art aussi. Et donc c'est re-questionner l'histoire de l'art à l'endroit où vous vous inscrivez en tant qu'artiste aujourd'hui. Il y avait cette question-là aussi. Chacun son tour. Ouais, en fait, il y a vraiment... je pense que la pratique de la peinture dans l'espace public, c'était vraiment notre premier réflexe. Et c'est vrai qu'en fait, de remettre en question notre pratique et ce qu'on voulait peindre, c'était aussi de se dire, bon, ben, ok, on est dans une culture essentiellement orale, on n'a pas d'image, mais en fait, on va proposer de l'image et on va essayer d'intégrer cet imaginaire dans l'espace public et dans l'espace imaginaire public aussi. Et en fait, sans forcément donner de clés de narration ou de clés d'histoire, etc. Mais c'est juste de continuer à faire exister un imaginaire qui est dans une culture orale, mais de façon visuelle dans l'espace public. Et là, en fait, en préparant cette conversation, on a parlé de montagne. En fait, il y a vraiment des histoires de montagne chez nos deux artistes. Donc, on a aussi une image. En fait, l'île de la Réunion, c'est une montagne au milieu de la mer. C'est vraiment une présence centrale dans l'île et qui a et qui joue un rôle extrêmement important aussi dans l'histoire de l'île. Très rapidement, Bougui, est-ce que tu veux raconter un petit peu justement pourquoi cette image se retrouve là et quelle est l'importance justement de cette personne qu'on est en train de regarder? En fait, on a mis cette photo parce que, en fait, pour comprendre, la Réunion, c'est une île, mais c'est comme une forteresse. En fait, c'est vraiment un volcan. Et en fait, on habite principalement tous sur les côtes. Et en fait, la montagne est omniprésente. On a toujours la montagne dans notre champ de vision. Et c'est pour ça que, bon, on le verra plus tard dans le diaporama, mais c'est quelque chose qui a habité nos dessins pendant très longtemps et qui habite toute la culture réunionnaise. C'est vraiment un symbole de la liberté dans notre culture. Alors, je vais revenir en arrière à Bar. On en était resté justement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes à des moments extrêmement différents de votre pratique. Et vous êtes intéressé de façon similaire à cette idée de déconstruction et de réécriture, de pousser en avant et aussi de prise en conscience, en fait, à la fois d'une pratique et d'un rapport au paysage et d'un rapport à l'histoire. Est-ce que, justement, tu étais en train de prendre des photos, tu as fait de la photographie et à un moment donné, il y a eu une libération, en fait, de cette ligne par des histoires qui sont suggérées plus qu'illustrées ou racontées. Est-ce que tu veux t'arrêter sur cette image ou je continue en avant justement pour... On peut continuer en avant. On continue. Alors, on s'arrête peut-être là, je pense. Ok. Oui. Ouais. Ou est-ce que... On peut. On peut. Donc, voilà. Donc, une fois, justement, cette prise de conscience, voilà, de cette traversée dans le paysage et aussi de cette... envie de le délier aussi, ce paysage. Est-ce que c'est là que le dessin rentre en ligne de compte ? Je pense que le dessin, il rentre pour poser des bases dans un espace. Et ensuite, j'essaie de l'enrichir par d'autres éléments, comme la céramique, ou alors par de la peinture. Comme ici, en fait, du coup, là, c'est un portrait de mon père qui est en train de dormir autour... L'impatient. Le conducteur impatient. Oui. Autour des pommes qu'il a séchées, enfin, qu'il a fait sécher dans son jardin. Donc, c'est des pommes de son jardin et c'est en fait une manière, enfin, un geste quotidien qu'il faisait déjà dans son pays d'origine et qui le déplace sur un autre territoire. Et du coup, il y a une transmission de savoir qui est que les pommes séchées aident le système immunitaire et redonnent de l'énergie, etc. Et le truc qui était un peu ironique dans cette installation-là, c'est que sur lui, ça ne fonctionne pas. Il préfère quand même dormir, enfin passer certains après-midi à se reposer et faire une petite sieste.
Du coup, il y a un côté un peu taquin et un peu ironique sur ça. Si tu m'autorises, je peux peut-être compléter un petit peu. Je pense que par rapport à ta question, Johanna, il y a un élément qui apparaît quand même souvent dans ton travail, Bahar, c'est le fait de poser un souvenir par des fragments. Et en fait, le dessin, s'il arrive par des indices, c'est précisément parce que c'est ta façon de reconstituer aussi un environnement. Peut-être que tu peux approfondir un peu là-dessus, parce qu'on en a pas mal parlé au préalable. En fait, ça revient aussi à l'idée de poser certaines bases qui sont du coup, oui, certains souvenirs et certains mémoires. Et en même temps, c'est aussi un autre moyen de refaire exister un espace, soit qui est trop loin, qui est inaccessible, soit qui a été disparu ou qui a été changé. En fait, c'est drôle parce que pour avoir des enfants qui retournent au pays justement tous les étés, qui pensaient qu'il n'y avait pas école, par exemple, au Portugal, etc. Enfin, c'est moi, hein, pas Bahar. C'est intéressant justement de voir qu'on mesure beaucoup plus à distance les changements du territoire, en fait. Et je pense qu'il y a aussi cette question du rêve et de la distance. Et là, justement, j'ai choisi l'image où il y a la totalité de l'installation. Et avec cette idée que Domitty propose de fragments, est-ce que tu peux justement, du coup, reculer un petit peu sur cette installation et parler justement des éléments dessinés qui finalement se retrouvent à la fois sur les objets et sur le mur. Et le mur est en coin, donc il y a tout un dépli. En fait, on déplie un petit peu l'espace. Comment est-ce que tu décrirais justement... oups, c'est pas moi. En fait, on parle de mémoire et de distance par rapport au territoire, et c'est pour ça qu'on a fait exprès que l'image apparaisse et disparaisse. Tout ça est fait exprès. Hein. Ne pensez pas qu'on ne contrôle pas du tout cette situation. Donc, tu peux en parler un petit peu, justement. Donc ici, c'était une installation basée sur un paysage d'un village dont mon père est d'origine. Et en fait, ce village, il est réputé sur le fait qu'il a été beaucoup brûlé. Du coup, il y a une espèce de... C'est l'écocide dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Exactement. Oui. Donc là, c'est vraiment de la série écocide, mais en tant que paysage brûlé. Et j'ai perdu le fil, pardon. L'image qui apparaît et disparaît. On parlait un peu, en fait, on est un peu à distance par rapport à cette installation. On avait commencé justement par le rêve et l'énergie de la pomme, et puis finalement on se rend compte maintenant, enfin pour certains, je pense, beaucoup découvrent ton travail justement comme étant plutôt de l'ordre de l'installation, en fait, de l'exploration de l'espace par le dessin et d'autres éléments. Donc comment est-ce que tu en arrivais justement à choisir justement de prendre cet espace, en fait, avec ces fragments d'histoire? Les fragments et les plans, parce que c'est ça aussi dont tu parlais. Hein. Donc du coup, ce qui m'avait motivé, c'est de recréer du coup ce paysage-là dont mon père n'était pas retourné depuis un certain temps, et d'essayer d'imaginer en fait ce qu'il faisait, comment il vivait en fait ce paysage-là et comment nous aussi on pouvait le découvrir. Du coup, c'est quand même une installation qui est en immersion, donc on peut se fondre dans le dessin mural ou dans les installations au sol, et tout ça par le biais d'un dessin qui va rester à plat, que ce soit en fait le dessin lui-même ou la céramique en elle-même. En fait, tout reste à plat et tout reste un peu lié, associé, un peu flottant. Et c'est ça en fait qui pousse vers le côté un peu imaginaire et un peu rêve. Et si vous allez sur le stand de la galerie Famille Malinowski, ce qui est vraiment touchant, c'est qu'on voit plein de céramiques qui sont des têtes et on les voit d'en haut. Et c'est comme si on touchait un petit peu les pensées. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment tu as fait, je ne peux pas expliquer ce phénomène, mais chaque fois que je les regarde comme ça de haut, j'ai l'impression que je touche un peu l'imaginaire de quelqu'un, peut-être par les dessins qui sont à côté, parce que le trait du dessin est aussi très particulier. Tu as dit qu'il est plat, en fait, ce n'est pas du tout un dessin réaliste. C'est ça. Et en fait, c'est parce que j'ai du mal à faire du réalisme. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de créer en fait une espèce de profondeur, avec le côté un peu flottant et le côté plat et linéaire. Et instable, il y a une instabilité aussi, parce qu'en fait, c'est nous qui
qui sommes c'est nous les tridimensionnels dans l'espace, qui pourtant est envahi par le dessin. Et le fusain m'aide beaucoup justement à créer plus d'effets dans l'aplat. Alors, on est justement dans cette idée de la réécriture du territoire à distance, presque comme préservation en fait de ce territoire par le rêve. Et là, j'aimerais bien passer, alors je pense que c'est en avant, j'aimerais bien aller vers la pratique de Kid Creole et Boogie, qui en revanche est en immersion dans un territoire dont l'histoire demeure mine de rien mise à distance par voilà, la présence coloniale, par une tradition de l'histoire de l'art justement qui vient de l'Europe. Est-ce que vous voulez parler un petit peu alors c'est les premières images que vous avez envoyées. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces personnages? On n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'images malheureusement, mais on a un tour qui vient après. Donc vous me dites si vous voulez passer en avant ou si on s'attarde plutôt sur ces... On passe en avant. En fait, juste pour faire rapidement, en fait, les premiers travaux, c'est vraiment au début de notre pratique où en fait c'est vraiment des corps. Ça peut être nos corps ou d'autres corps, et en fait c'est vraiment comment nous on se représentait l'ancestralité à travers nos propres corps ou à travers des photos d'archives, etc. Et du coup... Vous me dites quand je m'arrête. Je m'arrête là? Oui, on peut revenir un petit peu quand même. On peut revenir un peu. Et en fait, ce qui était pratique aussi pour nous de peindre sur des murs, c'est que parce que tout ça, ça remonte à l'enfance aussi. C'est une vision de l'enfance de la forêt, c'est une vision de l'enfance aussi de la montagne. C'est les peurs de l'enfance. Parce qu'en fait, à La Réunion, il y a beaucoup d'histoires par rapport à la nuit, par rapport au le fait noir, les bébêtes, les esprits, les âmes errantes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font peur. Et on sentait que c'est... Les requins dans la mer. Comment? Les requins dans la mer. Ça, c'est notre peur encore, mais... Et du coup, ce qu'on voulait aussi exprimer, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on voyait que tout ça disparaissait. C'est d'autres imaginaires, en fait. Mes neveux, par exemple, ils n'ont pas les mêmes peurs que nous, on a pu avoir, mais c'est des... Voilà. Et du coup, peindre à l'échelle d'un mur, à l'échelle d'un bâtiment, c'était aussi peindre ces monstres-là, ces amérantes-là, avoir ce gigantisme du dessin par rapport à l'enfance. Enfin, voilà, on voulait avoir ces échelles-là aussi. Enfin, non. Pour nous, tout ça, c'est une démarche inconsciente. Là, ce qu'on vous raconte là, ça n'a pas été une réunion il y a 10 ans, on s'est dit on va faire ça, comme ça, comme ça. Ça a été une évolution très lente, ça a été une gestation très lente, des allers-retours entre Boogie et moi sur les choses, beaucoup d'inconscience aussi. Et donc voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, mais... Si je peux me permettre, ce que j'ai trouvé intéressant récemment, c'est d'entendre que vous considériez la peinture, y compris dans des formats monumentaux comme ça sur des murs, comme un dessin, dans tous les cas, un tracé, et ce qui nous ramène aussi à tout ce que vous écrivez par la suite après au dessin. Oui, pour nous, un trait, c'est un trait. Donc si c'est une bombe de peinture, si c'est au bout d'une perche, c'est un pinceau de l'acrylique ou un rouleau, ça reste quand même un trait. Pour nous, c'est des dessins géants. La pratique qu'on a eue du graffiti avec la bombe aérosol, en fait, on a juste pris une bombe aérosol, on a fait du dessin avec. C'est juste ça. Et est-ce on va continuer à aller un peu en avant sur les images. Donc presque, enfin, le titre, je me souviens du titre du talk, c'est Restitution du territoire par les mythes. Et justement, c'est un petit peu ce que tu viens de décrire. Ça m'intéresse justement ce que tu viens de dire sur cette idée de processus inconscient. En fait, on en parlait avec Bahar justement parce que vous êtes à des parcours tellement différents. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à une plus grande conscience de cette pratique? Parce que vous avez quand même une pratique qui reprend pas mal de créatures. Vous avez des figures qui reviennent, la figure de la fumée du nuage, par exemple, les créatures, les mythologies. Comment et à quel moment est-ce que vous avez pris conscience justement peut-être d'une stratégie presque, j'oserais dire, et est-ce que ça a affecté la façon dont vous créez? Je vais peut-être parler de la lémurie, vite fait. Ouais. Non, je pense qu'en fait c'est par rapport à notre parcours de vie, c'est-à-dire comme on est toujours sur l'île, en fait on va aller dans la montagne, on va aller et en fait on est toujours observateur de ce qui se passe dans le territoire, et en fait c'est notre première source d'inspiration.
Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature réunionnaise et même de l'océan Indien, parce que à Maurice et à Madagascar, il y a aussi ces sensations-là. En fait, on se rend compte, il parlait de la lémurie, en fait, il y a fin 19e, début 20e, il y a un homme célèbre de la Réunion, Jules Hermann, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Révélations du Grand Océan, qui en fait rêve l'île et l'océan Indien à travers la mythologie. Et en fait, il va inverser... en fait, c'était il y a plus de 100 ans, donc c'est une autre Réunion. Il va inverser les pôles d'influence et de domination en disant que l'humanité vient du lémurien descend le malgache, du malgache descend le réunionnais et du réunionnais descend le français. Donc on sait, et en fait il va l'expliquer aussi de façon scientifique par la linguistique, etc. Et en fait ce qui nous intéresse dans ce récit-là, c'est de se dire bon ben en fait à la Réunion et de notre territoire, en fait on peut rêver et imaginer la création au même niveau que tout le monde. Et en fait, c'est un peu ça, c'est comment nous, on interprète un mythe de création par rapport à notre territoire. Juste pour rappeler, c'est que... Oui, j'allais demander oui, peut-être... parce qu'en fait, la Réunion, des fois les Français ont débarqué sur la Réunion, il y avait soi-disant personne. Et du coup, il y a eu l'esclavage engagiste, on a ramené des Mozambicains, des Malgaches, des gens d'Asie, d'Inde, pendant 200 ans, et on est du coup la nation la plus jeune du monde. Donc on a une langue commune, mais on n'a pas de mythe commun. Et nous, dans cette recherche de mythes, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on était en train de réécrire une cosmogonie de l'océan Indien, puisqu'on a eu la chance aussi, et on a eu conscience de ça, c'est qu'on a dû aller reconnecter avec Madagascar, le Mozambique, l'Inde, les Comores, Maurice. Et en fait, puisqu'en fait on a grandi, nous, dans notre vie au niveau scolaire, au niveau de la société, que dans un cadre français, alors qu'on a des origines, on a du sang et on a des imaginaires qui ne sont pas que de la France. Donc il fallait qu'on s'exprime par rapport à ça. Et le piège après là-dedans, c'est de tomber dans le folklore aussi. Et éviter les folklores, du coup, c'est réinventer quelque chose carrément de nouveau qui sort d'une bulle de nulle part. Donc le noir et blanc, ne pas juste s'attarder au premier français, mais de se dire qu'on va remonter le temps et l'espace pour créer une cosmogonie qui aille au plus loin dans le temps et au plus loin dans l'espace. On essaye aussi de se libérer de tout ça à travers l'imaginaire. Et juste pour revenir avec ce que Bougui avait dit, c'est que quand on tombe sur Jules Hermann, et avec les révélations du Grand Océan et de la Lémurie, des civilisations anciennes et tout, et en fait on se dit qu'on n'était pas les seuls à décoder. Enfin, on plane pas quoi. On n'est pas les. Il y a des gens, il y a 100 ans de ça, qui ont eu ce même rapport au paysage, cette même rêverie, cette même poésie. Et on ne s'est pas inspiré du livre, on a juste été en fait en parallèle de ce livre-là. Il y a eu Malcolm de Chazal à l'île Maurice, qui a écrit Petrus Mock par exemple, où lui aussi a ce rêve avec les Lémuriens et ce rapport aux formes dans la montagne qui décrivent comme quoi c'est des sculptures géantes. Voilà. Et donc nous, est-ce que tu peux expliquer Lémurien justement? Je suis pas sûre que tout le monde soit en possession de. Donc en fait, la Lémurie, c'est l'équivalent de l'Atlantide, mais version océan Indien. Donc le continent de Mu au Pacifique, l'Atlantide en Atlantique, et la Lémurie qui en fait rejoindrait Madagascar, la Réunion, Maurice, jusqu'à l'Australie. Et en fait, la Réunion, Madagascar et Maurice sont les sommets d'un continent submergé. Et donc Jules Hermann, à l'époque, lui, il fait tout son discours sur le fait que les origines venaient... Et en fait, il y a un fait qui est très drôle là-dessus, c'est que les linguistes à l'époque avaient inventé une langue originelle objective. Les linguistes se posaient la question s'il y avait une langue originelle. Donc au niveau de la grammaire et la syntaxe, tout ça, ils se sont dit que s'il y avait une langue originelle, elle ressemblerait à ça. Donc il l'avait décrite. Et comme de par hasard, en fait, Jules Hermann, il se dit que la langue malgache correspond tout à fait à cette langue originelle. Voilà, bref. Bon, voilà, il y a tout un entrelacement de mythologie et d'histoire. Moi, je veux revenir un petit peu en arrière, Bar, parce qu'on parlait justement de la question de sécher des pommes, de plein de pratiques, et en écoutant justement
Kid Creole et Boogie parlaient de ces héritages. Comme tu as cette figure parentale, justement, dans tes paysages un peu intérieurs, c'est un peu comme ça que je les vois, vraiment comme des paysages intérieurs, mais qui en même temps qui sont habités par tellement d'extériorité et d'histoire. Est-ce que justement, dans cette position de recevoir une histoire et de recevoir des mythes, des petites recettes familiales pour avoir de l'énergie, etc. Est-ce que c'est quelque chose, justement, parce que comme tu fais référence au rêve, est-ce qu'il y a une partie aussi de mythologie? Parce qu'il n'y a pas de créature vraiment dans tes dessins, c'est très entre des éléments, des fragments du corps et des paysages. Est-ce que entre justement les objets, les petites... parce que là, c'est aussi des pommes par terre? Oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a aussi justement une part de mythologie? Je dirais pas de mythologie, mais plutôt de légendes et anecdotes. Et en fait, c'est plutôt basé à base de littérature orale où ça se transmet envers l'un et l'autre, que ce soit de manière historique ou pas. Avec le contexte politique et historique. Et c'est comme ça que tu commences. Enfin, je suis pas sûre de ce que je dis. J'ai l'impression que chaque installation que tu fais, tu commences à partir d'une ou deux anecdotes que tu commences à associer. C'est bien ça? Parfois oui. Et Là, parfois ça va être un geste quotidien. Ici à la galerie, c'était plutôt basé du coup à partir des dessins, à partir des photos que j'avais fait à l'arrière d'une voiture. Et du coup, j'essaie de recomposer des détails de paysage, des parties de paysage, et d'imaginer en fait, ou de prendre des exemples où à un moment donné, on prenait une pause, on arrêtait la voiture et en fait, on allait regarder s'il y avait une source d'eau, prendre de l'eau, s'il y avait des fruits, prendre des fruits, et reprendre la voiture et repartir. Pour compléter, j'ai l'impression qu'il se passe aussi beaucoup de choses dans les creux de tes œuvres, c'est-à-dire que tu vas suggérer des moments, des fragments, des anecdotes, des choses que tu recomposes, mais en fait dans les espaces que tu laisses entre, il se passe aussi plein de choses, d'où les discussions aussi assez intéressantes avec tes galeristes pour savoir ce qui reste, ce qu'on peut collectionner. Et en fait, effectivement, les fragments, ils ont du sens pour eux-mêmes, et puis ils ont du sens quand tu les assembles, et comme disait Johanna, quand tu fais des installations avec, il se passe plein de choses entre. Il se passe plein de choses entre, dans le sens où, par exemple, le fait de reprendre des pommes séchées, pour moi, c'est un code dans le sens où c'est l'été, enfin, dans un code, je dirais, du passé, où c'est l'été, on va aller rendre visite à la famille, dès que les pommes sont séchées, on les ramasse et on retourne. Enfin, il y a un code temporel pour certains éléments. Et justement, le travail du dessin et de la couleur et de la céramique, on en a pas mal parlé. Je vous invite vraiment à aller sur les deux stands, d'ailleurs, 12 La Galerie et Famille Malinowski, parce qu'il y a un vrai travail en fait, de la céramique et de la perte de contrôle par rapport à la céramique et de la perte de contrôle par rapport à la matière des éléments qui commencent à sécher. En fait, il y a un vrai devenir dans tes installations. Parle-nous un petit peu justement du travail de céramique, parce que ces têtes, elles sont en céramique. Et tu as, je ne sais plus si elles sont là encore, mais tu avais deux céramiques peintes de façon complètement différente, qui du coup acquièrent... je te laisse expliquer. En fait, ce qui est dans la céramique par rapport à la couleur, c'est qu'il y a un confort dans le sens où je vais pas du tout gérer la couleur, parce que je sais pas gérer la couleur. Et le paysage, il me guide à apprendre la couleur aussi, à qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je peux gérer comme couleur. Et par rapport à la céramique, c'est qu'il y a un truc de recherche expérimentale. Et ça m'enlève en fait un confort en moi, ou une responsabilité en moi par rapport à la couleur, et du coup de voir si je peux l'intégrer ou pas. Et il y a aussi un flou photographique dans la céramique. Aussi. En fait, il y a un travail vraiment intéressant aussi de perte, en fait, je pense. Oui.
Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait de ne pas rester fidèle, mais de garder ce que je peux garder. Je vais revenir un petit... Enfin non, je vais aller en avant. Et on n'a plus beaucoup de temps. Donc dans cette histoire de perte, je pense que c'est un petit peu ce qui se trace en filigrane dans notre conversation. On parle de aller en avant, ça veut dire aussi perdre ce qui est derrière. Et j'aimerais qu'on parle d'un projet qui... voilà. J'aimerais qu'on parle d'un projet justement qui se retrouve aussi... Donc je vous invite à nouveau à visiter 12 la galerie de ce côté-là, Inception, qui est un projet très particulier mené par Kid Creole et Boogie depuis quelques années, qui est aussi devenu un livre. Donc ce sont des ensembles de dessins, des livres, mais aussi une traversée dans le territoire. En fait, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a préparé le talk, mais en fait, je voulais aussi vous poser la question par rapport à vous, votre déplacement dans le territoire, parce que vous investissez des espaces, on vient de voir publics, des ruines, des bâtiments abandonnés, mais là il y a un rapport au territoire autre justement, où il y a une vue d'ensemble. J'essaie d'aller vers cette fameuse prise de conscience dont il est difficile de parler. On voit là une carte avec des petits points rouges que je vais vous demander d'expliquer, mais vous justement, quand vous allez vers les points rouges, en fait il y a un déplacement. Ces points rouges, c'est justement des visites, des lieux et des espaces et des éléments en fait qui sont repris par le dessin. Est-ce que justement pour vous c'est une excuse aussi de parcourir ce territoire, de le rencontrer des gens? Est-ce que vous évitez justement ça et vous essayez de vous mettre à distance? D'abord, je vais vous demander d'expliquer ce que c'est que cette carte, et ensuite je vais vous demander peut-être d'adresser cette question. Alors, en fait, c'est un projet autour de Saint-Expédie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Expédie, on le retrouve dans tout le monde catholique. Donc il y a des églises à Saint-Expédie au Brésil, en Argentine, etc. Et en fait à La Réunion, c'est le seul endroit où, enfin à notre connaissance, où en fait Saint-Expédie est en dehors de l'église. Parce qu'en fait il cristallise une sorte de syncrétisme. Donc en fait il y a des gens d'origine indienne qui prient Saint-Expédie, d'origine malgache, enfin de toutes origines. Et en fait... l'église réunionnaise a fait le choix de le mettre en dehors de l'église parce que il concurrence en quelque sorte le Dieu catholique. Et en fait, nous, notre travail, ça a été d'aller dans le territoire et d'aller répertorier tous les oratoires Saint-Expédie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on s'est basé sur la base de données IGN. Donc on avait les cartes IGN où tous les édifices religieux sont répertoriés. Donc il y a plus de 1000 points et on est allé sur place vérifier si c'était des croix, des vierges ou des Saint-Expédie. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2012 et on l'a fini en 2000. Enfin on l'a fini là, dans cette forme-là en 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Expédie, dans la peinture moderne à La Réunion, c'est un symbole qui revient. En fait, c'est un symbole de la spiritualité créole, mais en même temps, c'est un symbole dont on a peur. Donc en fait, nous, on a voulu le regarder en face, en quelque sorte, et de l'observer et de comprendre aussi le phénomène. Ouais. Oui. Ça devient du dessin après. Oui. On y arrive. Oui. En fait, nous, dans notre recherche de signes et de formes plastiques, parce qu'on était des jeunes plasticiens à l'école à se demander qu'est-ce qu'on peut représenter, on est tombé là-dessus et en fait, la statuette, elle a déjà une bonne tête, quoi. Donc les gens souvent en fait, non mais oui parce que en fait je sais pas si vous voyez là-dedans, non. En fait c'est un centurion romain qui a sa cape rouge, qui tient une croix avec Odier et qui écrase un corbeau avec un parchemin où il y a écrit crasse. Non en fait il est même pas dedans. Et donc du coup en fait il y a le culte à Saint-Expédie, il y a la statuette à Saint-Expédie, mais on se rend compte vite que la statuette elle est manufacturée ailleurs. Elle est faite en Italie, en Espagne, en Chine, et en fait c'est des objets, c'est comme un grille-pain quoi. Bref, ça, pour nous on ne rattache rien nous culturellement à cette statuette, juste que c'est un culte qui a été importé
et les gens se sont réappropriés ce culte-là. Et comment ils se le réapproprient? C'est à travers la construction d'oratoires dans le paysage. Et c'est à ce moment-là on a commencé à dessiner quelques Et la oratoires. raison pour laquelle ils sont dans le paysage, c'est parce qu'il y a une force... En fait, comme les gens le prient, il y a des résurgences de pratiques non chrétiennes. Donc, comme disait Bougui, il a été enlevé de l'église. Et Mais aussi parce qu'il est dangereux, enfin qu'il est jaloux. oui, parce que oui, en fait, on peut demander autant le bien que le mal. Voilà. Donc il a ce côté sulfureux. C'est pour ça qu'on ne le regarde pas. C'est qu'on sait qu'il existe dans notre imaginaire à La Réunion. C'est une base constituante de l'imaginaire à La Réunion, mais les gens ne savent pas c'est qui, c'est quoi, comment. On ne veut pas savoir c'est quoi. Donc quand on est en voiture ou on est sur la route, s'il y a un oratoire à Saint-Expédie, on ne va pas s'amuser à regarder et à voir ce qui se passe dedans. Ça existe, mais ça n'existe pas. Donc on a fait cette démarche, Bougui et moi, c'est d'y aller et de regarder ce qu'il y a. Mais tout en gardant aussi une distance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, au grand jamais, on a toujours évité de poser le pied sur une margelle et de rester à distance. Et aussi pourquoi on appelait 5 Expédies le projet, c'est parce que c'est une mise à distance aussi à travers son nom, de ne pas non plus l'invoquer à chaque fois qu'on en parle. Et du coup, à se rendre compte que c'est le contenant qui est important et non pas le contenu. C'est cette structure, cette architecture que les gens construisent qui nous a intéressés, parce que les gens qui le font, ils le font de façon sincère, ils le sont le folklore. C'est une pratique intime dans l'espace public, et on est sur la présence d'une expression brute, populaire. Et c'est ce que nous recherchons aussi, c'est qu'est-ce que les gens expriment avec leurs mains. Et bien là, c'est cet oratoire rouge à Saint-Expédie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mise à distance dont tu parles et cet refus du folklore, qui est important, je pense, justement, quand on est en train quand on a affaire à un héritage qui n'est pas forcément pratiqué de la même façon par la génération actuelle, voire même par celle de nos parents. En fait, moi, quand j'ai vu le projet chez vous, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont le dessin, finalement, est extrêmement proche. Et vraiment, et vous l'avez précisé tout à l'heure en discutant entre nous, veut vraiment marquer exactement comment l'oratoire existe, comment il est fait, etc. dans l'espace. Et en même temps, le graphisme fait en sorte qu'il y a une sorte de mise à distance et de, comment dire, et de côté pas séducteur, justement. Enfin, ça, c'est mon impression, pas la vôtre. Vous avez peut-être un autre rapport. Je trouve qu'il est pas en train d'essayer de nous séduire par regardez comment c'est exotique, etc. Il y a vraiment une envie qui est quasi scientifique, et en même temps, vous avez votre trait qui est très onirique, qui est qui vient peut-être de la BD, j'en sais rien. Enfin, un trait très particulier, quoi. Il y a une complexité en fait dans le passage au dessin, je veux dire. Le dessin, ça nous permettait d'enlever tout. D'enlever les statuettes, d'enlever les fleurs, d'enlever les offrandes et les bougies et compagnie, et de garder vraiment que l'oratoire. Donc déjà, d'un point de vue praticité, c'était ça le but. Et c'est vrai qu'en ne passant pas par la photo, on évitait aussi toute la belle image. Parce qu'en fait, il y a des oratoires, si on les voit pour de vrai, c'est rempli de fleurs, c'est plus à gauche peut-être. Un exemple de... Ouais. Mais c'est ce qu'on montrait pendant 3 heures là. C'est que tu as tourné le dos. Oui, voilà. Ouais. C'est ça, en fait, on part de ça, on part de ces oratoires. Après, ils sont tous très différents les uns des autres. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup, en fait. Ils diffèrent énormément. Et puis, on arrive justement là, donc à ces dessins. On peut en passer d'autres. Hein. Voilà, ils sont tous des configurations très différentes. Et vous n'avez gardé que la structure, comment dire, le lieu, l'architecture et la couleur. Oui, en fait, c'était le choix de garder vraiment l'expression de la dévotion de ceux qui construisent les oratoires. Et en fait, sur quelques Saint-Expédies, il y a aussi des bouts de territoire, parce qu'en fait, le Saint-Expédie est vraiment intégré au territoire. Et en fait, on voulait vraiment rester dans ce travail qu'on nomme nous-mêmes observation plastique, vraiment limiter l'interprétation vraiment à l'essentiel, quoi. De garder au galet près, à la voûte près, au barreau près, en fait, de rester sur quelque chose d'assez sobre et au plus proche du réel possible.
En sachant aussi que en fait, le dessin, c'est aussi une façon de s'imprégner, d'aller à l'intérieur de l'objet. Parce qu'en fait, quand on fait une photo, on a encore cette mise à distance. Enfin, moi, c'est mon... On peut faire une photo. Ça m'intéresse. Non, je sais pas, tu fais une tête bizarre, genre. Ça m'intéresse, justement, parce que je comprends pas très bien, du coup, je suis En intriguée. fait, on aurait pu très bien aller devant l'oratoire, prendre une photo, Oui, faire à une fait. édition et puis basta. Mais l'implication, le temps passé, en fait, il n'est pas là. Et même qu'on dessine des montagnes ou qu'on dessine des choses, il y a un temps, et c'est un temps long, et c'est un temps de méditation, c'est un temps d'hommage aussi. C'est nous aussi de rendre hommage à ce culte-là, de le respecter aussi. Même si on n'est pas des croyants, on n'est pas des pratiquants, mais on joue avec quelque chose, on joue avec des énergies qui existent. On ne sait pas c'est quoi, mais bon voilà, on respecte. Donc du coup, le dessin, je pense que un Saint-Expédie, ça doit faire une semaine. Si on reprend juste pour un oratoire, ça doit faire une semaine de travail entre aller faire la photo, retravailler la photo, dessiner, faire l'esquisse, faire la mise, enfin le noir et blanc, mettre la couleur. C'est un processus très long au final, et c'est un processus un peu hommage aussi, sans être pratiquant. Mais voilà. Tu sais, c'est intéressant parce qu'en fait, on fait tellement attention justement à cette question de, je vais dire le mot, d'appropriation, même de sa propre culture. En fait, quand on parle de cultures qui sont distantes du centre qui est censé être l'Europe, en fait. Mais si moi je décide de dessiner maintenant, je sais pas, les Saint-Clément ou les Saint-Christophe, personne ne va me dire « Ah, mais est-ce que tu es croyante ? Est-ce que c'est signifiant pour toi ou pas ?» Finalement, je trouve qu'il y a aussi une imposition dans les questions que vous vous posez naturellement et qu'on se pose nous aussi, qui sont aussi colonisantes d'une certaine façon parce qu'elles mettent à distance par rapport à cette culture qui... Enfin, c'est comme Noël, on fait tous Noël, ici en Europe et ailleurs d'ailleurs, c'est répandu partout, sans être chrétien, enfin sans croire en Jésus, et on fête la naissance du bébé Jésus tous les ans, et on a tous des cadeaux, et personne ne se pose de questions. Donc il y a vraiment il y a une vraie proximité en fait, et une attention en fait par le dessin. Je crois que je comprends maintenant ce que tu veux dire. Vous passez du temps avec, en fait. Il y a aussi une question de temps du dessin. Aussi un élément dont on a parlé tout à l'heure qui était intéressant, c'est le fait que les locaux soient plutôt pas dans l'interaction avec vous lors des prises de vue, que vous soyez plutôt seul et qu'à la limite ça crée plutôt une surprise, le fait de vouloir documenter ou de se rapprocher ou de regarder justement ces éléments-là. Je dirais pas les locaux, je dirais les gens. Ouais. Et non, en fait, sur les 300 oratoires, on a croisé une personne, donc c'est un culte qui est très discret. Mais lors des expositions, les gens sont contents en fait d'avoir des éléments de réponse et d'avoir le temps d'apprécier la chose. Parce qu'en fait, dans le quotidien, dans une journée normale, si on n'est pas pratiquant à Saint-Expédie, en fait, on ne se pose pas les questions de ce que c'est. Et voilà, donc les gens sont contents de pouvoir le voir et de comprendre le phénomène. Et aussi d'avoir eu la mise à distance, parce qu'en fait, les gens n'ont pas été choqués du fait que c'est Saint-Expédie. Je pense qu'on a fait un travail aussi d'étirement, de médiation et de... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Je pense qu'en quelque sorte, le travail permet d'avoir une interface indirecte pour que les gens puissent s'intéresser au plus proche du phénomène, sans se brûler. En quelque sorte se mettre en danger. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que nous... Enfin, je pense que je rebondis sur ce qu'il disait, c'est qu'en fait, nous, tout ce temps long passé à dessiner, en fait, c'est comme si on essaie de se rapprocher du geste de la construction, en fait. Alors, j'aimerais bien terminer. On n'a pas beaucoup de temps. Bahar, en fait, tu as fait un énorme effort. Alors, on est dans un contexte de foire. Et quand je me permets de raconter un petit peu cette anecdote, j'espère que ça ne te gêne pas. Je suis venue voir ta galerie, qui est sa première participation à Drawing Now. Ah, tiens, c'est coincé. Ah, attends. Et c'est bon. Voilà. Donc c'est ta première participation. Et tu as été très généreuse, tu nous as donné un croquis du stand. En fait, il y a un vrai... c'est très...
j'essaie de pas être très condescendante parce que tu es jeune, 30 ans à peine, mais voilà, il y a une émotion à voir justement un travail qui prend forme, je pense, en tout cas pour moi. Et quand la galerie a décidé de participer, je suis passée voir la galerie et j'ai regardé les images que vous venez tous de découvrir, tous et toutes. Et je me dis, tiens, c'est une installation, comment est-ce que cette œuvre peut exister justement dans un contexte vraiment plutôt dirigé vers le marché, même si évidemment on a des institutions, on a des curateurs, on a des musées qui viennent nous voir et qui invitent nos artistes à des expositions, heureusement. C'est aussi le rôle d'une foire. Mais justement, il y a eu toute une réflexion en fait du passage de l'espace d'exposition sans but particulier où tu étais très libre après avoir peut-être ressenti un peu coincé justement par une pratique qui se... Voilà. Et donc j'imagine qu'il y avait un énorme travail avec, je vois Alicia de la galerie, de discussion, de conversation et d'appropriation, de réappropriation à nouveau d'une pratique. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Évidemment, je ne demande pas de nous révéler tous les secrets, toutes les grandes crises et les moments de désistement et de reprise, mais un peu comme ça, comment est-ce que tu as vécu ça et qu'est-ce que tu en retiens en fait? Alors c'était assez compliqué parce que ça m'a un peu cassé au niveau de ma démarche de production. De base, j'ai une production plutôt très expérimentale, du coup, enfin, je ne pense pas à tout ce qui est présentable, propre et qui rentre en fait dans les codes du marché. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais... Si. En fait, c'est quelque chose que que j'étais pas du tout à l'aise et du coup, là, pour Dans une œuvre, ça a été un bon exercice qui était d'essayer de trouver un entre-milieu avec des moyens financiers, avec des moyens de production différentes. Et du coup, j'ai fait une proposition qui était dans cet entre-deux à la galerie. Et d'ailleurs, je leur remercie pour avoir accepté ça. Mais c'était du coup d'essayer de repenser au cadre qui prend du coup dans un autre sens. C'est-à-dire que je vais créer un cadre et ensuite penser à un dessin en fonction du résultat du cadre, qui est du coup en céramique. Du coup, il y a un sens contraire qui se fait. Et ça, c'était un peu... Enfin, c'était un peu risqué, mais en même temps, c'est ce qui m'intéressait. Et voilà. Et du coup, en fait, d'habitude, j'essaye de me dire, voilà, j'ai un espace, faut que je m'adapte. Et d'habitude, cet espace-là, je ne le connaissais pas en avance. Et du coup, j'avais encore plus de contraintes et encore plus de stimulation à m'adapter. Et là, en fait, plus je savais à quoi ça allait, enfin, l'espace à quoi ça allait ressembler, plus ça me bloquait dans la production et plus je prenais du temps à m'organiser. D'où ce croquis. Et en fait, j'adore ce croquis parce que on voit la préoccupation dessin. Il y a du dessin. Et en fait, on n'a pas d'image parce que vous pouvez tout à fait aller visiter le stand des deux galeries, 12 la galerie et Famille Malinowski. Et ce qui est vraiment intéressant, et vous le verrez, c'est que en fait, la céramique sert de cadre pour le dessin. Donc le dessin est posé dans la céramique. Et finalement, il y a tout un environnement qui a été, qui crée les mêmes absences, enfin les mêmes, ce que disait Domiti, les mêmes vides entre les éléments. Et puis le dessin, en fait, il est vraiment partout. Il est sur tous les éléments. Mais il y a une vraie réflexion en fait par rapport justement à la mise en forme qui a mené finalement à d'autres résultats extrêmement et qui restent expérimentaux en fait. Donc tu as réussi à trouver une espèce de langage entre deux qui est assez moi en tout cas ça m'a vraiment étonnée quoi. Mais au bon sens du terme. Qui est pas forcément fidèle du coup au stand non plus, enfin actuel. Pas du tout. C'est pas du tout. Ça ressemble pas à ça en tout cas. Pour compléter, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est la céramique qui est soit dessin elle-même, soit support du dessin, puisque c'est ce qu'on aperçoit là sur le stand. Le rapport entre les deux, il est intéressant aussi. Oui, en fait, quand on parle de céramique en général, on pense forcément au côté un peu poterie, au côté un peu modelage, au côté un peu utilitaire et décoratif.
Là, ça ne l'est pas. C'est un autre support. Enfin, ça devient un autre lien, un autre médium, et ça devient en fait un autre lien par rapport au paysage qui est du coup par la matière et oui, par la matière. Tout est tiré par le paysage. Du coup, ça renforce en fait un peu plus le lien par rapport au paysage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée du fusain qui est matière du paysage, la céramique qui est matière du paysage, et l'image. On voit que tu es vraiment en train de poser des questions tellement en similaire et en résonance avec Kid Creole et Boogie, qui est cette idée de la représentation, en fait, par le dessin, qui est reconnaissable, on va dire, figural, figuratif, ce qu'on veut le dire. Et puis en même temps, la matière même du dessin. Je voulais juste rappeler, et puis on va devoir finir, que le rouge, on n'en a pas parlé, et en fait, il y a aussi la matière de ce rouge et la spiritualité de ce rouge. Et Domiti, ça a eu un regard absolument remarquable parce que vous avez des pratiques complètement différentes, même si au niveau du trait, il y a quelque chose. Et en même temps, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a ce rapprochement très fort entre la matière du dessin et puis une spiritualité, le côté un peu cosmique en fait de cette matière. Juste pour terminer, on n'a pas parlé du rouge justement qui est si important et du fait que vous ayez recréé le même rouge en fait. Oui, en fait le rouge, on s'est rendu compte qu'au bout à un certain moment du projet, qu'en fait le rouge sert à sacraliser un espace. Donc en fait, juste d'apposer une tache de rouge à un endroit, en fait, va créer une sacralité où les gens, tous les gens du territoire vont comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, nous, dans notre démarche, on a essayé de recréer ce rouge, justement, et voilà, quoi. Tu veux rajouter quelque chose ? En fait, le rouge à La Réunion, c'est aussi la couleur en commun de toutes les religions. Donc en fait, chez les Tamouls, les hindous, il y a le rouge. Et chez les chrétiens, le rouge. Chez les Chinois, le rouge. Sauf chez les musulmans, mais qui participent pas à ce rite-là. Mais du coup, c'est une couleur commune. Et qu'est-ce que j'allais dire là-dessus ? C'est tout. Syncrétisme, voilà, je pense que c'est un peu le mot qu'on n'a pas dit. C'est la couleur du syncrétisme, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée d'accélérer comme ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Domiti d'avoir proposé cette thématique et d'avoir porté un regard sur les artistes, mais aussi en écrivant un texte pour nous, avec un peu les tendances repérées dans ton secteur, et puis aussi d'avoir fait des entretiens avec des artistes qui se retrouvent sur le site de Drawing Now. Merci à vous en tout cas d'être venus et de nous avoir écoutés et d'avoir découvert ce travail. Je vous incite justement à aller visiter les galeries. Et je clôt donc ce premier talk de la journée en vous remerciant à nouveau. Merci à tous.